Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Savez-vous que les nouvelles infections au VIH sont en hausse en RDC? L'accès aux tests vitaux comme la charge virale reste un défi majeur. Et quel avenir pour les enfants nés avec le VIH à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida? Ce 1er décembre 2025, votre émission Top Santé donne la parole à ceux qui vivent le combat au quotidien. Nous recevons aujourd'hui M. Ange Mavoula, personne vivant avec le VIH et secrétaire exécutif de l'UCOPLUS, Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH. M. Mavoula, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'accord. Voilà, donc notre invité nous parlera des réalités de terrain, de la faiblesse de la prise en charge des enfants et de l'urgence de trouver des financements locaux, des financements nationaux pour prendre le relais de l'aide internationale menacée. Selon les Nations Unies, la RDC compte aujourd'hui environ 520 000 personnes vivant avec le VIH, dont 300 000 femmes et 50 000 enfants. L'épidémie continue de croître, comme l'indique le nombre de nouvelles infections, presque 2 fois plus élevé que celui des décès liés à la maladie. Environ 21 000 nouvelles infections de VIH ont été recensées en 2023, dont 7 000 parmi les enfants, pour 11 000 décès dus au sida en RDC. C'est énorme et c'est grave. Et nous en parlons donc avec notre invité. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Monsieur Mavoula, en tant que personne vivant avec le VIH et membre actif de l'UCOPLUS, vous êtes donc au cœur du combat. On va donc commencer par la situation générale. Les chiffres récents montrent une augmentation inquiétante de nouvelles infections, plus de 20 000 personnes. Tout à fait. Nouvelles infections. Selon vous, quelles sont les principales causes de cette progression aujourd'hui en RDC? Je pense qu'on a un peu lâché prise sur tout ce qui est sensibilisation et au niveau de la communauté et bien évidemment au niveau des groupes cibles. C'est vrai que aujourd'hui, en fait, c'est la loi de ceux qui donnent l'argent qui dirige. En fait, c'est vrai qu'il y a une concentration de la maladie dans des groupes vulnérables qui sont les populations clés, mais cela n'occulte pas... Quand vous dites groupes vulnérables, vous indexez qui exactement? Quelle catégorie? Oui, ce sont ce que nous appelons populations clés, parmi lesquelles la maladie se concentre. Nous avons des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, nous avons les professionnels des sexes, nous avons les utilisateurs de drogues injectables, nous avons... j'ai cité les hommes qui ont des rapports avec les hommes, et voilà, ce sont les populations clés parmi lesquelles ou dans lesquelles la maladie se concentre. Et parmi les jeunes? C'est vrai c'est vrai que ça n'occulte pas qu'il y en a dans la population générale, mais il y en a tellement petit que s'il faut mettre beaucoup d'argent pour dépister, il faut dépister beaucoup de personnes pour trouver très peu de positifs. C'est pourquoi on va vers là où il y a la maladie. Mais c'est ça en fait la difficulté, c'est ce que je disais. Au niveau international, on a maîtrisé tout ce qui est maladie, on a maîtrisé tout ce qui est sensibilisation, et ils pensent que c'est le cas dans tous les pays, et c'est le cas pour la RDC. Par contre, non. Les chiffres le montrent. Il y a des nouvelles infections, justement parce qu'on a baissé garde sur tout ce qui est sensibilisation et tout ce qui est dépistage au niveau des communautés. Et parmi les jeunes aussi, on a dit que la maladie a tendance à se juvéniliser.
Exactement. Parmi les nouvelles infections, vous avez cité, il y a aussi des jeunes. Vous savez, les jeunes, c'est une cible un peu particulière. Les jeunes ont beaucoup d'exigences. Les jeunes, il faut des approches, disons, spécifiques pour eux. Et il faut s'adapter par rapport à ce voilà, leur comportement, leur façon de faire, leur façon d'agir. Et voilà, c'est ce qui pose un peu problème parce que les jeunes, il faut le dire, n'étaient pas parmi les populations cibles. Qui ont bénéficié ou qui bénéficient de plus d'activités de lutte contre le sida dans la subvention que nous menons maintenant. Vous avez dit qu'on a lâché prise, raison pour laquelle on a enregistré toutes ces nouvelles infections. Alors, est-ce que l'information et la sensibilisation sont-elles en recul ? Oui, la sensibilisation est en recul, ça il faut le dire. La sensibilisation est en recul. Comme je le disais, la lutte tourne autour de ce que j'appelle population clé. Et il y a beaucoup de cibles tout autour qui sont un peu délaissées. Mais nous savons qu'il y a ces cibles portent aussi, où il y a aussi les personnes qui vont avec les vaches parmi elles. Donc il faudra un peu aller au-delà. Et c'est vrai que les partenaires viennent avec un peu d'argent, de sorte que le gouvernement puisse combler les gaps et prendre en charge tout le reste. C'est ce qui manque effectivement dans notre pays. Le partenaire amène de l'argent, qui prend en charge tout ce dont j'ai cité, qui mène la sensibilisation auprès des populations cibles ou populations clés que je vais citer, mais le reste sont délaissés parce que justement le gouvernement devrait combler les gaps. Et c'est ce qui n'est pas fait jusque-là. Et l'UCO plus elle-même, que fait-elle ? Nous ne sommes pas un bailleur de fonds, nous sommes la communauté en fait. Nous n'avons que la bouche pour parler et nous parlons, nous continuerons à parler. Non, parce que vous vous plaignez, vous dites que la sensibilisation ne suit pas, l'information, la sensibilisation est en recul, et l'UCO plus elle-même, puisqu'elle n'a que sa bouche pour parler, que dit-elle ? La sensibilisation a un coût, madame. La sensibilisation a un coût. C'est pourquoi il faut la financer. Si on ne la finance pas, on ne peut rien faire. C'est vrai que nous sommes UCOPLUS, on est partout en République démocratique du Congo, mais on ne peut pas non plus continuer à sensibiliser parce qu'on n'a rien. Ça demande un coût, ça demande des moyens, ça demande des déplacements, ça demande des matériels de sensibilisation, ça demande, chose que nous n'avons pas. Si le gouvernement met à notre disposition, nous le ferons. Le peu que les partenaires mettent à notre disposition, et nous le faisons justement envers la cible qui a été planifiée. 520 000 personnes souffrent de VIH en RDC. C'est vrai que l'accès au traitement est une chose, mais l'accès au suivi de qualité en est une autre. Pourquoi l'accès à la mesure de la charge virale reste si faible à Kinshasa ? Il y a beaucoup de paramètres là-dedans. C'est vrai qu'il y a faible accessibilité à la charge virale. Il y a un problème de tests qui se posent ou d'intrants pour la mesure de la charge virale. Quand vous dites problème de test, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intrants ? Pas assez parce que le peu qu'il y a, c'est justement appuyé ou financé par les partenaires. Et le gap devrait normalement être appuyé par le gouvernement. Donc, ce qui fait que le peu qui arrive, et ce sont des intrants qui n'ont pas une longue durée de vie. Et nous avons des problèmes de communication au niveau du pays. Vous connaissez, pour aller au Maniema, pour aller à Kasumbalesa, pour aller je ne sais pas où. Parfois, on passe par l'avion. L'avion, c'est le véhicule, c'est la pirogue c'est à pied. Et tout ça fait que il est difficile de pouvoir amener les intrants là où les conditions ne le permettent pas. Et parfois, ça arrive à quelques jours de péremption. Et tout ça fait en sorte que parfois, il y a des ruptures à gauche, des ruptures à droite, et qui ne rendent pas aisée l'accessibilité ou l'accès à ces tests. Mais on a mis en place ce qu'on a appelé un réseau de distribution, de sorte que là où il y a des difficultés, si on est arrivé à pouvoir prélever les échantillons, qu'on essaie d'envoyer là où il y a un laboratoire pour qu'on puisse techniquer et renvoyer les résultats. Mais c'est, comme vous comprenez ce que je disais, donc le transport faisant toujours défaut, ça ne roule pas encore sous les roulettes ou comme c'était prévu. Mais quelles sont les conséquences directes sur la vie des PVVIH? Oui, les conséquences c'est clair, parce qu'on ne sait pas. En fait, la charge virale permet à pouvoir apprécier la réussite sur le traitement, en fait. Il faut parler en termes simples. C'est-à-dire quelqu'un qui prend les médicaments, il doit savoir si ces médicaments répondent ou pas. Et pour le savoir, il faut justement ces examens de charge virale qui normalement doit être fait chaque une année pour les personnes qui sont déjà sous traitement.
Et si on ne sait pas où on va, donc on navigue à vue. C'est ça la difficulté. Donc le risque est qu'une personne pour laquelle le traitement ne réussit pas, et comme il ne sait pas suivre, comme on ne sait pas vérifier, et du coup, il va un jour faire une rechute, une grande maladie qui peut l'amener facilement à la mort. On va parler des plus vulnérables, les enfants. Alors, quelles sont les difficultés spécifiques qu'ils rencontrent en termes de diagnostic, en termes de traitement et en termes de prise en charge psychosociale? Pour le diagnostic, c'est vrai qu'il y a en fait, les enfants, ils sont avec leur maman, et ça veut dire qu'il y a des problèmes de stigmatisation et de discrimination. Et plus vous les femmes, je comprends, il y a des femmes qui sont VIH positives qui n'ont pas partagé leur sérologie avec le mari. Il y a des femmes qui sont VIH positives qui, quand elle va à l'hôpital et qu'elle est testée positive et que l'enfant aussi est positif, parfois ça pose ce problème de stigmatisation et de discrimination et au niveau des structures de santé et au niveau de la communauté, qui fait que la femme parfois elle est dépistée à un hôpital A, on lui demande de prendre de le mettre sous traitement, la femme refuse, elle va à un hôpital B et là elle ne dit pas qu'elle est séropositive. Tout ça justement pour éviter cette stigmatisation et discrimination. Ça, c'est de 1. De 2, on a parlé des tests. Les tests de dépistage qui viennent, c'est justement ciblé pour les populations dont j'ai appelé populations clés. Et ce qui fait que beaucoup de tests, beaucoup de personnes qui doivent en bénéficier ne le bénéficient pas. Et la femme, justement, c'est parmi les populations, parmi les cibles pour lesquelles on doit dépister. Mais ce problème de stigmatisation et de discrimination fait en sorte que la femme ne puisse pas bénéficier, ou toutes les femmes ne puissent pas bénéficier de ce dépistage. Par conséquent, donc, les enfants. Il y a un deuxième problème avec les enfants, c'est que les enfants prenaient des médicaments, des molécules séparées. Heureusement, ça, on doit les saluer. Il y a quelques semaines, on a lancé par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, une molécule combinée en un seul comprimé pour les enfants qui est dispersible. Et avec ça, je pense que c'est une bonne révolution qui permettra aux enfants de pouvoir accéder facilement au traitement. Quand on dit les enfants, là, on est dans quelle tranche d'âge? Les enfants, il y a beaucoup de mères. Parlons des enfants de moins de 14 ans, qui sont difficiles à pouvoir gérer, ou disons moins de 12 ans. Et surtout ceux qui sont accompagnés par leurs parents. Et ceux qui sont plus âgés? Ceux qui sont plus âgés, il y a aussi... C'est le même protocole? Non, pour les âgés, ils prennent un seul comprimé. En fait, ce qui est difficile aussi, il faut dire, c'est il y a des lois qui sont qui sont un peu réfractrices, quoi. Nous avons la loi qui n'autorise pas aux mineurs à pouvoir se dépister. Ça c'est un élément. Et nous savons que l'âge de la sexualité baisse de moins en moins au niveau international. Même au niveau de la RDC, nous avons des enfants de 13 ans ou des jeunes de 13 ans qui connaissent déjà la sexualité. Mais leur soumettre à l'autorisation parentale pour pouvoir se faire dépister ou pouvoir avoir les résultats des tests, c'est ce qui bloque un peu la prévention ou l'accès aux soins pour les jeunes. Donc vous aimeriez qu'on libéralise un peu? Pas libéralisé parce que tout doit être coordonné, mais c'est vrai qu'il y a un aspect de la loi aussi que les personnes de santé n'utilisent pas, parce qu'on a dit que même s'ils sont soumis à une obligation parentale, mais on peut s'en passer si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige. Mais maintenant, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est appréciable. C'est quoi l'intérêt supérieur de l'enfant? Voilà, du coup, ça pose parfois un problème. Mais nous sommes en train de voir comment militer pour peut-être une majorité sanitaire. Ça pourra peut-être contourner cette problématique d'âge de la majorité. Voilà. Alors, que demande l'UCO Plus pour les enfants, surtout en termes de diagnostic, de traitement? Maintenant que nous avons cette molécule en un seul comprimé, ou ce traitement en un seul comprimé dispersible, je pense qu'il faudra que le gouvernement
mettre trop de moyens, beaucoup de moyens, parce que, il faut se le dire, la lutte contre le VIH dans notre pays est extravertie, financée par le partenaire extérieur. Et maintenant, avec le retrait ou la suspension, même la réduction de l'appui du gouvernement américain, il y a un gap énorme qui doit être comblé normalement par le gouvernement. Nous saluons aussi l'initiative présidentielle pour l'élimination du sida chez les enfants qui a été lancée récemment, mais qui peine un peu à décoller, ça n'engage que moi. Mais je pense que c'est une bonne initiative et qu'il faudra mettre un peu plus de moyens pour justement amener les enfants à pouvoir être bien pris en charge et très peu s'occuper ou très peu tendre la main chez les partenaires extérieurs. En parlant un peu de la femme, est-ce qu'elles rencontrent des difficultés en termes de planification familiale? Les femmes atteintes du VIH, est-ce qu'elles rencontrent des difficultés en termes de planification familiale ou bien dans le cadre de la PTME? Oui, c'est ce que je disais. La grande difficulté avec les femmes, c'est la stigmatisation et la discrimination au niveau centre de soins et plus aussi dans la communauté. Ce qui fait que la femme, elle est fragile, vous êtes fragile, tu es fragile, permettez-moi, mais ce qui fait que devant ça, un homme peut facilement affronter la stigmatisation et la discrimination, ce qui est différent de la femme. La femme, parfois, elle cache sa sérologie à son mari, ce qui n'est pas conseillé. Et parfois, elle ne voudra pas non plus que ça soit connu au niveau de la communauté. Et du coup, ça pose ce problème d'accès ou d'un traitement équitable, d'un traitement facile. Voilà, il y a des blocages au niveau personnel, même au niveau de la communauté, qui font que la femme soit encore plus vulnérable dans la lutte contre le VIH. Alors, vous-même, en tant que personne vivant avec le VIH, est-ce que vous rencontrez des problèmes de stigmatisation, de discrimination au quotidien? J'ai dépassé cette étape. J'ai dépassé vraiment cette étape, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Il y en a. Et voilà, j'en connais qui jusque-là souffrent, qui jusque-là sont stigmatisés, discriminés, à tel point que leur épanouissement pose problème. Hein. Même au niveau professionnel, ça pose problème. Et du coup, voilà, c'est un problème. On ne peut pas aujourd'hui espérer mettre fin au sida si on ne lutte pas contre la stigmatisation et la discrimination. C'est le passage obligé, en fait. Donc, si moi, j'ai dépassé cette étape, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Voilà. Mais est-ce qu'on devrait toujours, les personnes affectées, devraient-elles toujours vivre dans la clandestinité? Non, mais c'est justement cet aspect de stigmatisation et discrimination qui les ramène dans la clandestinité. On conseille toujours, on encourage toujours à ne pas rester dans la clandestinité et dépasser aussi cette étape de stigmatisation. Et on continue à sensibiliser même la communauté pour ne pas stigmatiser. Il n'y a aucune raison, en fait. La stigmatisation, il n'y a qu'une seule cause pour la stigmatisation. En fait, la raison, c'est le manque de bonne information. Quelqu'un qui a une bonne information n'a aucune raison de pouvoir stigmatiser ou discriminer. Vous discriminez une personne avec le VIH, pourquoi? Parce que vous pensez qu'elle va vous contaminer? Parce que vous pensez que manger avec elle sur un même plat, vous serez contaminé? Parce que vous pensez que dormir avec elle, vous serez contaminé? Non. Donc c'est cette mentalité que les gens peut-être ont encore dans la tête. Et même le moyen de contamination. Beaucoup de gens voient le sexe une fois qu'il est devant une personne séropositive. Mais ce n'est pas le seul moyen de contamination. Moi, je connais des enfants ou des jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans, 25 ans, qui sont nés avec. Ces jeunes-là n'ont pas connu la sexualité à la naissance. Je connais des gens qui ont été contaminés par la transfusion sanguine. Donc il y a plusieurs moyens que vous connaissez et ne relions pas ça seulement au sexe. Et c'est ce qui rend un peu... Est-ce que vous pouvez nous rappeler la communauté ces différents moyens de transmission du VIH? Oui, il y a la transmission verticale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant. À la naissance? Oui, à la naissance, une maman qui est
VIH positif qui met au monde un enfant aussi contaminé parce que parfois la maman n'a pas très bien suivi la PTME. Ça, c'est le premier moyen. La première voie. La deuxième voie, c'est la voie sanguine. La voie sanguine, c'est soit la transfusion sanguine, soit avec des objets tranchants. Et voilà, on peut utiliser un objet tranchant qui a été utilisé par une personne vivant avec le VIH qui s'est blessée dedans, et voilà, là on peut aussi se contaminer. Et il y a la voie sexuelle, c'est vrai que c'est la voie majoritaire, mais ce n'est pas la seule voie. Voilà au moins les voies pour lesquelles le VIH se transmet. Vous l'avez souligné, monsieur Ange, vous l'avez souligné que le financement de la lutte vient majoritairement de l'extérieur, malheureusement, avec les menaces de suspension de certains financements américains. Quelle est votre plus grande crainte pour les prochaines années? La crainte, c'est... voilà, au fini, c'est le décès. Voilà. La crainte, c'est ça, en fait. Donc, nous craignons que demain, on pourra mourir. Donc, ça sera vraiment une catastrophe. Non, je blague, mais c'est vrai que il y a un avenir sombre. Il y a un avenir sombre parce que non seulement le gouvernement américain s'est retiré ou a réduit sensiblement ses aides dans la lutte contre le sida, mais aussi le seul gros bailleur qui est resté, qui est le Fonds mondial, n'a pas aussi des moyens parce que le gouvernement américain contribuait à hauteur de 30% dans l'enveloppe du Fonds mondial. Et pour le cycle prochain, c'est-à-dire de 2027 à 2029, le Fonds mondial attendait 18 milliards. Mais la semaine passée, on a, je pense que vous avez suivi, la collecte des fonds pour le cycle prochain du Fonds mondial. Ils n'en ont collecté que 11 milliards. Donc il y a déjà un gap de 7 milliards. Et du coup, il y a déjà un vide. Il faut dire que ce que déjà le donné le Fonds mondial et le PEPFAR ne comblaient pas tous les besoins. Et maintenant, il y a encore réduction sur le peu qu'ils donnaient. Donc du coup, il y a un avenir sombre. Donc on ne sait pas ce qui sera fait le lendemain. Donc c'est vraiment l'occasion aussi de pouvoir lancer un cri d'alarme au gouvernement. Nous ne sommes pas des patients du Fonds mondial, des Américains. On plaidait pour une mobilisation domestique. Des ressources domestiques, des ressources durables. Comment on peut penser, surmonter les transformations et espérer avoir, mettre fin au sida d'ici à 2030? Comment on peut justement ne pas donner de l'argent et avoir pensé à une riposte équitable pour une RDC sans sida d'ici à 2030? Non. Donc, pensons équitablement, donnons les moyens, et voilà, pour que la lutte, pour que demain ou pour qu'en 2030, qu'on ait une RDC sans sida. Mais comment, d'après vous, la RDC pourrait mettre en place un fonds national de lutte contre le sida? On a déjà à côté le programme national de lutte contre le sida, on a aussi de l'autre côté le programme multisectoriel de lutte contre le sida, et mettre encore en place un nouveau fonds pour la lutte contre le sida? Mais les programmes là, ils sont là pour édicter les lois, pour orienter la lutte, mais la lutte, elle se fait avec quoi? Avec de l'argent. Le PNMLS n'a pas beaucoup d'argent, le PNMLS n'a pas d'argent. C'est le PNMLS qui vous l'a dit? Non, moi je suis dans le bâtiment, notre bureau est dans l'enceinte du PNMLS, je sais comment ça fonctionne. Ils ont juste l'argent de fonctionnement. Malheureusement, le PNMLS qui est attaché à la présidence ne reçoit pas beaucoup d'argent de la part du gouvernement. C'est vrai qu'il y a des budgets, il y a une ligne pour l'appui au PNMLS, mais qui n'est pas décaissée. Pourquoi ne pas appuyer un programme comme le PNMLS pour pouvoir lui amener à faire son travail tel que prévu? Le PNLS, qui est la branche technique, n'a pas aussi beaucoup d'argent du gouvernement. Le PNLS est appuyé par les partenaires extérieurs. Le PNLS est appuyé par le Fonds mondial. Vous faites le défenseur et du PNMLS et du PNLS? Non, je sais ce que je dis, madame. Je suis dans la maison. En Lingala, on dit ndako ce qui mutola la kanandako et les autres il faut qu'on dise moi. Je ne sais pas comment me servir ça. Donc moi je suis dedans. Je sais que le PNMLS n'a pas d'argent. Je sais que le PNLS n'a pas d'argent.
Et si aujourd'hui le Fonds mondial plie bagage, non, il n'y aura plus rien au PNLS. Donc l'avenir est sombre. L'avenir est sombre et il faudra que le gouvernement mette des moyens. On a déjà des plans, on a ce qu'on appelle Fonds SIDA qui est déjà monté, structuré, le fonctionnement. Il ne reste plus que la validation, le financement qui traîne. On a déjà tout fait, on a tout planifié, on ne va pas inventer la roue. Le Fonds SIDA est là, n'attend que recevoir justement le fonds. Et ce n'est pas le fonds qui manque, ce n'est pas l'argent qui manque en République démocratique du Congo. Tout ce qu'on demande au Fonds mondial, à PEPFAR à l'époque et tout ça, la RDC peut donner ça seule. La RDC peut donner ça seule. Je vous assure, madame. Ce n'est pas l'argent qui manque en RDC, c'est plutôt question de volonté politique. Et si on a ça, il suffit d'un clic, on a tout ce qu'il faut. Alors, quel est le rôle crucial de l'UCOPLUS dans ce contexte de réduction des aides? C'est vrai que nous demandons aux personnes vivant avec le VIH de savoir multiplier de moyens pour pouvoir compter sur soi-même d'abord, avant de compter sur l'extérieur. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est une question de vie ou de mort. C'est une question on ne peut pas non plus rester tendre la main, sachant que ça ne viendra pas ou ça ne viendra trop peu, mais il faut développer d'autres stratégies. Il faut une résilience en soi. Quand vous dites de prendre d'abord sur soi-même, qu'est-ce que vous insinuez? Voilà, je sais qu'aujourd'hui, même s'il n'y a rien comme financement, mais au moins on peut avoir des médicaments. Au moins on peut avoir des médicaments. Par quel canal, par quel moyen? Même les multilatérales, les partenaires multilatéraux là, même si aujourd'hui ils réduisent tout ce qu'ils peuvent réduire, mais je ne suis pas certain qu'ils vont supprimer la ligne médicaments. Ils vont acheter les médicaments. Et si on a le médicament, mais le médicament seul, vous savez, ça ne suffit pas. Donc il faut les autres aspects. Il faut bien manger, il faut l'éducation, il faut surmonter la stigmatisation et la discrimination. Et tout ça, on doit être à mesure de pouvoir les développer seul et compter sur soi-même. Si on a les médicaments des partenaires, si on a les médicaments du gouvernement, mais au moins tout le reste, qu'on puisse pouvoir les surmonter seul. C'est ça malheureusement, mais on pourrait arriver à ce niveau. Et aujourd'hui, si vous aviez une recommandation concrète et immédiate à faire au ministre de la Santé publique, quelle serait-elle? Une seule recommandation. Je demanderai au ministre, je demanderai au gouvernement, parce que ça ne dépend pas, je sais que ça ne dépend pas au seul ministre de la Santé, mais je demanderai au gouvernement de la République de mettre les moyens. Les programmes nationaux sont là. Il y a aussi un fonds national de lutte contre le sida. Il y a le fonds SIDA qui est sur papier, mais ne reste plus qu'à pouvoir l'alimenter. Donc c'est tout ce que je peux demander au ministre de la Santé d'abord et au gouvernement. De ne pas seulement ou de ne pas trop compter sur les partenaires extérieurs. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais de ne pas seulement compter sur eux. Là, c'était aux ministres et aux citoyens congolais et à la population quinoise. Oui, la population quinoise et la population congolaise en général. Le VIH est là. Je sais que nous avons l'ambition de pouvoir mettre fin au sida en 2030. Mais je sais que même si on mettrait fin au sida en 2030 comme problème majeur de santé, mais le VIH restera. Donc il faut toujours suivre les mesures de prévention pour qu'on puisse rester et garder le bon comportement pour qu'on puisse rester sans VIH jusqu'à la fin. Et alors, quel est le message d'espoir? Quel est le message de résilience aimeriez-vous adresser à une personne qui vient juste d'apprendre sa séropositivité? Que être VIH positif n'est pas une fatalité. Surtout que dans le contexte actuel, pas assez de médicaments, voilà, pas assez de financement. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de médicaments, mais il y en a quand même. Et avec l'espoir fait vivre, madame. Avec cet espoir que le gouvernement comblera le gap. Parce qu'en fait, on est à plus de 85% des personnes sous traitement. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est fait. Hein. Donc, le gouvernement... Et les 15%? Oui, c'est vrai que c'est ça, en fait, le challenge. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, le médicament antituberculeux qui sont fabriqués au pays.
ça veut dire qu'il y a possibilité aussi de pouvoir fabriquer les ARV. Et dire que la Pharmakina en fabriquait déjà. Donc, c'est vraiment l'ultime approche que nous devons adopter. Mais, du moins jusque-là, je pense que mettre les moyens suffirait pour pouvoir soulager toutes les difficultés que nous avons dans la lutte contre le VIH. Et le message de résilience à la personne qui vient d'apprendre sa séropositivité? Je disais qu'elle n'est pas seule, que ce n'est pas la fatalité et que la vie continue et que elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas si elle accepte. Elle ne mourra pas du sida si elle prend bien son médicament. Elle ne mourra pas du sida. Elle mourra pour autre chose. Elle ne mourra pas du sida. Et en plein 21e siècle, je trouve il est difficile de trouver quelqu'un qui meurt du sida, quoi. Mais c'est vrai qu'il y en a, mais très peu. Donc c'est de ne pas rester en clandestinité, c'est de s'ouvrir, c'est de côtoyer la communauté. J'ai reçu une étudiante il y a une semaine. Elle a 25 ans. Elle est née avec le VIH. Elle a appris qu'elle était VIH positive à l'âge de 7 ou 10 ans. Et il y a 2 semaines, pour la première fois, elle a vu la communauté des personnes vivant avec le VIH. Elle se croyait être seule. Elle pensait être seule. C'est vrai qu'elle savait qu'il existe d'autres, mais elle ne savait pas comment les rencontrer ou les rencontrer. Et elle étudie. Elle est en graduat. Une fille intelligente. Et je ne te dis pas comment ou combien elle était contente, elle était satisfaite d'être parmi les siennes. Elle a même envie de revenir chaque fois, mais bon, les obligations d'études, voilà. Donc c'est ça en fait, c'est de ne pas rester seul, de ne pas rester dans la clandestinité. Ça donne l'espoir, et l'espoir fait vivre, vous le savez aussi bien que moi. Mais comment toutes ces personnes-là qui vivent dans la clandestinité peuvent-elles sortir? Comment peut-être entrer en contact avec les organisations qui militent? Quoi que l'on fasse aujourd'hui, on ne pourra pas atteindre tout le monde. Nous faisons notre part et vous, les médias aussi, faites votre part. Dites-leur qu'il y a la communauté qui existe, qu'il y a des organisations, des personnes vivant avec le VIH qui existent et que le message aille jusqu'au fin fond de la République démocratique du Congo. Et si elles veulent vous atteindre? Nous avons les contacts. Sur Google, s'ils cherchent, ils trouveront. Et partout, je sais qu'il y a les programmes nationaux de lutte contre le sida et les programmes nationaux multisectoriels de lutte contre le sida. S'ils prennent contact facilement, ils auront à nous contacter. Et s'ils veulent contacter l'UCOP+? À travers ces programmes et à travers nos points focaux qui sont dans toutes les provinces, et facilement, ils nous trouveront. C'est vrai que les gens, parfois, ne cherchent pas parce qu'ils pensent qu'il n'y en a pas, parce qu'ils ne savent pas où trouver. Mais s'ils reçoivent ce message aujourd'hui, s'ils cherchent dans la ville, là où ils sont, ils trouveront quelqu'un de UCOPLIS, ils trouveront quelqu'un du PNMLS, ils trouveront quelqu'un du PNLS avec qui ils peuvent entrer en contact et facilement, ils seront en contact avec nous. Alors, quel a été le rôle de l'UCOPLIS dans votre propre parcours? L'UCOPLIS a beaucoup contribué en fait. Moi, aujourd'hui, je suis activiste, mais je n'étais pas activiste en fait. J'étais dans autre chose, dans beaucoup d'autres choses que je ne sais pas dire maintenant. Mais c'est aussi la résilience, pour lesquels nous devons donner ou inculquer à tout le monde. J'ai dû surmonter cette étape, j'ai dû abandonner et oublier tout ce que je faisais et j'ai dû refaire ma vie autrement. Ça fait combien de temps déjà? C'était en 2005, donc ça fait 20 ans. Donc j'ai vraiment viré à 90 degrés. Non, à 100, oui, à 90 degrés sur ce que je faisais. Donc il y a quand même de l'espoir, même quand on est malade, même quand on a contracté le VIH, il y a quand même de l'espoir de revivre autrement sa vie. Pas quand même. Il n'y a pas quand même de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir, comme toute autre personne. Je ne te dirai pas combien de personnes j'ai enterrées depuis que j'ai connu ma sérologie. Donc, il y a de l'espoir. Monsieur Onge, alors, j'aimerais quand même savoir, la prévention du VIH, elle passe par quoi? La prévention passe par la communication d'abord, la sensibilisation. Et on demande à la personne de pouvoir bien se comporter. Bien se comporter, c'est-à-dire connaître toutes les voies de communication dont j'ai cité. Les voies de contamination. Voies de contamination du VIH. Voilà. Si vous savez comment le sida est contaminé, comment on entre en contact avec le virus du sida, et vous savez comment l'éviter. Et du coup, c'est déjà le plus grand moyen de prévention. Alors, pour ceux qui sont VIH positifs, utilisez les préservatifs pour les rapports sexuels avec les personnes pour lesquelles soit on ne connaît pas la sérologie, même si on connaît, pour ne pas les contaminer. C'est vrai que quand on prend bien son médicament, les chances ou les risques de contamination sont presque nuls. Mais cela n'exclut pas de pouvoir se protéger ou protéger les autres. Et ceux qui se connaissent négatifs, il est aussi bien de pouvoir se protéger pour toute relation, pour tout rapport à risque. Quand je parle de à risque, c'est avec une personne pour laquelle vous ne connaissez pas sa sérologie. Donc, un partenaire occasionnel. Partenaire occasionnel. Et voilà, donc c'est toutes ces précautions mises ensemble, je pense qu'on pourra arriver à une bonne prévention. C'est vrai que le médicament en soi aussi est une bonne prévention pour les personnes qui sont séropositives parce que, je l'avais dit, quand on prend le médicament, on a un faible pourcentage de faibles chances de pouvoir contaminer l'autre. Mais ceux qui, de manière délibérée, contractent des rapports sexuels sans protection, tout en connaissant leur état sérologique. L'objectif, c'est j'ai été contaminé et moi aussi je veux contaminer. D'abord, c'est pas humain, c'est pas logique, et il y a la loi. C'est pénal, en fait, madame, c'est pénal. Il y a la loi qui sanctionne des actes comme ça. Donc, c'est pas un bon comportement. Il y a une loi, la loi 08/011, qui protège les personnes vivant avec le VIH, mais qui leur donne aussi les droits et les devoirs. Donc on ne peut pas... Quelqu'un qui fait ça, il est condamnable. Donc on peut poursuivre la personne qui le fait? Pas on peut, on doit poursuivre la personne qui le fait. On doit le poursuivre. Mais vous avez dit, certains pour la clandestinité, trouvaient que poursuivre quelqu'un, c'est sérieux s'exposer. C'est ça, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas comme ça pour lesquels les familles cherchent à régler à l'amiable, mais si l'État ou le procureur s'en saisit, ça va au pénal. Donc, mais c'est ça, en fait. Ça doit aller jusqu'au pénal. Et on doit sanctionner la personne qui a ce comportement. Et nous, en tant qu'Ecoplice, nous décourageons justement ce comportement. Pourquoi faire ça? Nous avons comme devise que le VIH ne peut pas passer par nous. Donc, pour aller ou pour contaminer une autre personne, ça doit passer par nous, en tout cas. Et si on estime qu'on a été exposé au virus, qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les premiers gestes à poser? Le premier geste à poser, c'est aller dans un centre de prise en charge. Il y a ce qu'on appelle la PrEP. Prophylaxie. Post-exposition. Voilà, il y a pré-exposition et post-exposition. Donc, si on a commis un acte à risque, pour lequel on est un peu douteux, on va dans un centre de prise en charge et on vous met sous prophylaxie pendant une certaine période, et après, on va vous faire les tests. Quand c'est négatif, on va retirer du protocole, en fait. Donc, c'est ça. Et si quelqu'un aussi veut, consciemment, il sait que je veux faire un acte à risque, il peut aussi prendre le médicament pour, avant d'aller poser son acte. Et ça confère une protection de combien de temps? Normalement, en fait, d'abord, si on veut aller faire un acte à risque, comme je dis,
On prend les médicaments, c'est juste 24 heures. Voilà. Pour 24 heures. Mais si on veut continuer, voilà, on continue. Et si c'est post, ça veut dire qu'on te soumet pendant une période. On te soumet pendant une période et après on fait les tests. Alors, Monsieur Ange, voilà, aujourd'hui on célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème international, c'est surmonter les perturbations et transformer la riposte au VIH. Qu'est-ce que cela représente? En fait, les perturbations, c'est quoi, madame? Les perturbations, c'est ce que nous vivons. Les perturbations, c'est hier, le VIH était un problème majeur de la santé. Hier, le VIH, dans la lutte contre le VIH, avait beaucoup d'argent. Non, ça c'était avant-hier. Il y avait beaucoup d'argent. Et hier, de moins en moins, il y avait de l'argent parce que ce n'était plus un problème majeur de santé. Et hier, c'est le gouvernement américain qui se retire. Hier, c'est le Fonds mondial qui cherche à avoir 18 milliards. Il n'a que 11 milliards. C'est ça les perturbations, en fait. Il faut s'adapter à ça et pouvoir surmonter toutes ces difficultés et mener à bien la riposte au sida. Et au niveau national, on parle d'une riposte équitable pour une RDC sans VIH-Sida d'ici 2030. Quand on dit riposte équitable, donc on est conscient que certaines catégories de personnes n'ont pas accès. Oui, voilà. Dans notre pays, il y a cette inégalité. Cette inégalité, vous avez cité le nombre les femmes qui sont VIH positives, les enfants. Mais malheureusement, si vous voyez le nombre de femmes qui sont sous traitement et le nombre d'enfants qui sont sous traitement, c'est en dessous de la moyenne. Donc du coup, c'est cette inégalité qu'on doit justement chercher à éviter ou à abolir. Donc c'est ça, je pense que ceux qui ont conçu ou adopté ce thème, ils savent ce qui se passe. Ils savent qu'il y a des inégalités dans la prise en charge et qu'il faille justement équilibrer. Donc c'est ça en fait. Un dernier message, c'est comme je disais, le lendemain est incertain. Je vois un vide devant moi, devant mon parcours, devant notre parcours. Et je vois au loin le gouvernement avec un paquet d'argent, mais qui fait autre chose. Je pense qu'il pourra mettre ça... Un paquet d'argent qui fait autre chose, c'est-à-dire quoi? Donc on ne s'occupe pas du secteur sida? On ne s'occupe pas du secteur sida. C'est affecté à autre chose. Imagine, en 2020, les gouvernements mondiaux se sont mis d'accord pour ne serait-ce que affecter ou allouer 15% pour la santé, dont le sida dedans. Mais dans notre pays, vous savez, on est à combien? On était à 14. Il semble que maintenant, on est redescendu à 10% pour la santé. Ça, c'est la santé en général. Et que dire du VIH? Donc, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a de l'argent pour autre chose, mais pas pour la santé et non pas pour le VIH. Merci beaucoup, Monsieur Mavoula. Merci de nous avoir éclairé sur les réalités de la lutte contre le VIH-Sida en RDC. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que malgré le progrès, le danger est loin d'être écarté. L'augmentation de nouvelles infections, le faible accès à la charge virale et la situation critique des enfants séropositifs nous rappellent l'urgence d'agir en RDC. L'appel est lancé aux autorités et à l'élite congolaise. La dépendance au financement extérieur n'est plus tenable. La mobilisation donc des fonds domestiques est une question de souveraineté et de survie. Ne laissons pas la suspension des aides mettre en péril la vie des milliers de Congolais malades. Le sida n'est pas une fatalité. Protégeons-nous et testons-nous et soutenons les personnes vivant avec le VIH. Voilà, c'était donc l'émission de ce jour. Nous avons terminé. Nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe technique, Jacques Nzinga qui a assuré la mise en onde et Didi Binsika qui a assuré qui était derrière la caméra, qui a assuré la prise de vue sous la coordination de Miguel Mena. À la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant?
Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.